C'était un après-midi humide, ce genre d'après-midi où l'air colle à la peau et rend nerveux. J'étais dans l'ancienne maison de Ruth et de son père, Moïse, à trier certaines affaires qu'elle avait laissées derrière elle. Moïse était un homme grand, large d'épaules, avec une voix grave qui portait toujours une note d'autorité. Il était aimable, ou du moins je le pensais, m'offrant toujours une boisson fraîche ou me demandant des nouvelles de ma mère. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une lueur que je n'arrivais pas à identifier. Nous étions dans le salon, entourés de cartons de livres et de vêtements de Ruth. Le poids de son absence pesait lourd dans l'air. Le désordre de sa vie, ses histoires, ses souvenirs, me rappelaient constamment qu'elle n'était plus là. Pendant que nous travaillions sur les boîtes, Moïse nous a proposé de faire une pause. J'ai hoché la tête, essuyant la sueur de mon front, la chaleur de la journée me pesant sur la peau. J'ai eu la chance de souffler un instant, de reprendre mon souffle avant de replonger dans le chaos. Il m'a conduit dans le couloir devant la cuisine, une légère odeur de vieux café flottant dans l'air, et s'est arrêté à la porte de la salle de bain. Je pensais qu'il allait simplement prendre une serviette ou quelque chose pour gérer la chaleur, mais au lieu de se diriger vers le porte-serviette, il s'est tourné vers moi avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer, me faisant signe de le suivre à l'intérieur. Mon estomac se tordit légèrement. Un nœud d'incertitude s'installa dans mon ventre, mais je le repoussai. C'était Moïse, le père de Ruth. Je le connaissais depuis des années. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? La salle de bain était petite et faiblement éclairée, les carreaux froids pressant contre mes pieds nus lorsque j'entrai. J'ai levé les yeux vers le miroir au-dessus du lavabo, apercevant mon reflet. Mes boucles noires collaient à ma nuque à cause de la chaleur. Mon visage était rouge à cause de l'effort. Je commençais à sentir que je pouvais me détendre. Mais lorsque Moïse ferma la porte derrière nous, le léger clic de la serrure envoya un choc inattendu dans mon corps. Mon cœur a raté un battement. Je lui ai jeté un coup d'œil, la confusion bouillonnant en moi, mais il n'a pas parlé tout de suite. Il se tenait là, appuyé contre l'évier, ses yeux ne quittant jamais les miens. Son regard me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être et je me suis senti mal à l'aise sous son poids. « Et Déborah » dit-il finalement, d'une voix basse, presque un murmure, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Tu es une belle fille, tu le sais, n'est-ce pas ?» Je me suis figée. Je ne savais pas comment réagir. Les compliments m'avaient toujours rendue timide, mais là, c'était différent. Cela semblait quelque peu anormal. La façon dont sa voix s'attardait sur chaque mot, comme s'il y avait quelque chose de plus caché en dessous, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment saisir, mais qui faisait picoter ma peau de malaise. J'ai réussi à esquisser un petit sourire, la gorge serrée, et j'ai murmuré un merci discret, même si mon esprit était rempli de questions. Que se passait-il ici? Pourquoi avais-je l'impression que l'air dans la pièce s'était soudainement épaissi? Il s'est approché d'un pas et j'ai pu sentir son eau de Cologne, faible mais forte, se mêler à l'air humide de la salle de bain. J'aurais voulu prendre du recul pour mettre un peu de distance entre nous, mais je me sentais figée sur place. Sa présence semblait désormais trop proche, trop écrasante. Ses yeux ne quittaient jamais les miens, mais ils semblaient aussi descendre, observant la façon dont ma robe était collée à mon corps, la manière dont mes courbes captaient la lumière. Il s'est encore rapproché et ses mots suivants m'ont envoyé un frisson glacial. « Je t'ai toujours remarqué », continua-t-il d'une voix douce comme s'il essayait d'être délicat. Mais ce n'était pas doux, ce n'était pas bien. Son regard me parcourut, s'attardant sur mes hanches, sur la façon dont ma robe me moulait, et je sentis une boule dans l'estomac. Ta silhouette, ton sourire, tout en toi, c'est spécial. Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage auquel je ne pouvais échapper. Ils étaient trop lourds, trop chargés, et je ne savais pas quoi en faire. Mon cœur battait fort. Ma respiration était saccadée, immobile, incapable de bouger, incapable de parler. Ses yeux étaient fixés sur moi d'une manière qui rendait mon corps trop exposé, trop vulnérable. Une sensation froide et inconfortable emplissait l'espace entre nous et je me sentais piégée dans cette petite pièce faiblement éclairée. Mon esprit cherchait désespérément une issue, un moyen de comprendre ce qui se passait. Mes joues me brûlèrent d'une soudaine bouffée de chaleur et je ne pus m'empêcher de baisser les yeux au sol, me concentrant sur mes sandales qui devinrent soudain l'objet le plus intéressant de la pièce. Les battements silencieux et rythmés de mon cœur étaient assourdissants dans ma poitrine.
Je n'étais pas habituée à ce genre d'attention, surtout pas de la part de quelqu'un comme Moïse. Il était plus âgé, une figure paternelle, quelqu'un en qui j'avais confiance grâce à Ruth. Il avait été là pour moi d'une manière que je ne pouvais même pas expliquer, me conseillant lorsque j'en avais le plus besoin. Mais la façon dont il me regardait maintenant n'avait rien de paternel. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'inhabituel. C'était comme un poids lourd et suffocant qui me pressait la poitrine. Puis, avec une assurance tranquille, il parla. Les mots quittèrent sa bouche comme s'ils avaient été répétés, comme s'il avait déjà décidé de ce qu'il voulait dire. « Je te donne $500, dit-il d'une voix ferme, maîtrisée, comme s'il y avait réfléchi bien avant d'entrer dans la salle de bain. Juste un instant. Un bref instant avec toi. Rien de compliqué. Juste toi et moi ici. 5 cents. Le chiffre me frappa comme une vague de froid s'abattant sur ma poitrine. J'y titubai intérieurement, essayant de trouver mon équilibre dans le tourbillon de pensées et d'émotions qui suivit. 5 cents. J'avais 22 ans. Je travaillais à temps partiel dans un restaurant et je parvenais à peine à joindre les deux bouts. La plupart du temps, j'avais l'impression de travailler juste pour survivre, de payer mon loyer, d'acheter les courses pour couvrir l'essentiel. $500 n'était pas qu'un chiffre, c'était une bouée de sauvetage. Ça pouvait être de nouvelles chaussures, un mois de factures réglées, une chance de souffler sans le poids constant des soucis financiers qui m'accablaient. Pour une fois, je n'aurais plus à étirer mes salaires pour les faire durer. Mais ce n'était pas que l'argent, c'était sa façon de le dire, si calme, si assuré, comme s'il croyait que c'était quelque chose que je voudrais, que j'apprécierais, comme si j'étais une sorte de prix qu'il offrait, quelque chose qui pouvait être facilement échangé. Et dans la façon dont il me regardait, il y avait quelque chose de nouveau. Ses yeux ne me voyaient pas seulement avec leur désinvolture habituelle. Ils m'observaient, calculaient, comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être désiré, d'être possédé. C'était comme s'il me voyait pour la première fois, non pas comme l'ami de Ruth, mais comme quelque chose de complètement différent, quelque chose à désirer. Le poids de son regard me tordit l'estomac, un étrange mélange de confusion et de quelque chose d'autre, de plus profond, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Mon pouls accélérait, mes pensées s'emballaient, se heurtant les unes aux autres dans un flou vertigineux. Je restais là, figé, incapable de bouger, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait aussi. Une partie de moi, ma part de logique, cette part de moi toujours prudente et calculatrice, avait envie de fuir. Je voulais le dépasser, me précipiter hors de la salle de bain et ne jamais me retourner. Je voulais crier, lui demander ce qui n'allait pas chez lui, lui rappeler qui j'étais, qui nous étions tous les deux. C'était Moïse, pour l'amour du ciel, le père de Ruth, mon mentor, mon protecteur. Mais une autre partie de moi, la partie fatiguée, brisée et peut-être un peu curieuse, me maintenait clouée au sol. Cette partie de moi se demandait si ce serait si terrible d'accepter, juste cette fois, de sortir des limites que je m'étais toujours fixées. Je pensais à Ruth, à sa réaction si elle savait. Comprendrait-elle? Me pardonnerait-elle? Je pensais à ma vie, à ce sentiment de ne jamais rien avoir, d'avancer de mon côté comme si j'avais toujours un coup de retard, toujours en train de rattraper mon retard. Et puis j'ai repensé à la proposition de Moïse, son regard si intense, si sûr de lui, comme si je valais plus que la fille qu'on m'avait toujours dit que j'étais. Et d'accord, ai-je murmuré d'une voix à peine audible, plus un souffle qu'un son. Je n'arrivais pas à croire que ce mot avait échappé à mes lèvres. C'était surréaliste, comme si je m'observais de l'extérieur de mon corps. Il était là, suspendu entre nous, suspendu dans le temps. Je ne savais pas si j'avais fait un choix ou si j'avais simplement été emporté par les courants de mon propre désespoir. C'était fait, et à cet instant, je ne savais pas si j'avais franchi une limite ou si c'était la limite qui m'avait dépassé. Le visage de Moïse s'illumina d'un sourire comme s'il avait attendu que je dise oui depuis le début. Ce n'était pas un sourire de bonheur ou de soulagement, mais plutôt le genre de sourire que l'on arbore quand on sait qu'on a gagné. « Bien, dit-il d'une voix douce, presque trop douce. Calme-toi, tu ne le regretteras pas. Regret. Le mot flottait dans l'air comme une ombre, mais je ne m'autorisais pas à y penser. Pas encore, pas pendant qu'il s'approchait de moi, emplissant l'espace entre nous de sa présence, de son odeur, de sa promesse.
Je restais là, respirant à peine, incapable de bouger, comme une marionnette tirée par des fils, tirée dans tous les sens par des forces que je ne pouvais contrôler. Il y avait une urgence dans sa façon de bouger, dans la façon dont ses mains se tendaient, mais il y avait aussi quelque chose de calculateur, quelque chose de presque répété. Ce qui se passa ensuite fut flou, une série de mouvements qui ne se rejoignaient pas vraiment dans mon esprit. Les nerfs me tordaient l'estomac. L'adrénaline me submergeait comme si j'étais prise dans une tempête à laquelle je ne pouvais échapper. Et puis il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sombre, quelque chose que je ne pouvais nommer. Peut-être était-ce la peur, ou peut-être était-ce l'étrange sentiment qu'on a de vouloir en finir, de vouloir reprendre le contrôle, même un peu. Moïse était doux. Je lui accorde ça. Ses mains étaient douces, prudentes, traçant les lignes de mon corps comme s'il mémorisait ma silhouette. Ses doigts s'attardaient à des endroits où il n'aurait pas dû, mais son contact ne semblait pas exigeant. Pas au début. Au contraire, j'avais presque l'impression qu'il m'étudiait, qu'il me connaissait, qu'il savourait chaque centimètre carré de ma peau comme s'il avait tout son temps. Il n'arrêtait pas de murmurer d'une voix basse et presque apaisante, me disant combien j'étais belle, combien j'étais parfaite. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces mots, mais jamais il ne m'avait semblé aussi hypocrite, aussi creux. L'espace d'un instant, je me suis laissé y croire. Je voulais être quelqu'un qui valait la peine d'être regardé, quelqu'un qui valait la peine d'être désiré. Mais ce n'était pas vraiment moi, n'est-ce pas? Au fond, je savais que ce n'était qu'une transaction. Je n'étais pas belle à ses yeux. Je n'étais qu'un moyen de parvenir à une fin. Son contact était une marchandise, ses murmures, rien de plus qu'un argumentaire commercial. Mais quelque part, caché sous les couches de dégoût et de confusion, je m'étais forgé une place, j'en profitais ou du moins, j'essayais. Je me concentrais sur l'argent, les billets tout neufs qui m'attendaient, la promesse d'une évasion. Ses mains continuaient de bouger, lentes, posées, comme si chaque contact était une petite promesse, la promesse qu'il me donnerait quelque chose en retour. J'avais l'impression de maîtriser la situation, de pouvoir la gérer. Je me disais que ce n'était qu'un instant, comme il avait dit, une brève transaction, rien de plus. Comme dans un magasin, on donne et on reçoit. Une fois l'échange terminé, le monde autour de moi sembla se calmer, mais il paraissait creux, vide. Mon corps vibrait encore des échos de ce qui venait de se passer tandis que mon esprit restait distant, détaché. Moïse me tendit l'argent, 5 billets de $100 tout neufs qu'il déposa délicatement dans ma main comme s'ils étaient fragiles et précieux. Je les fixai, les doigts tremblants, alors que je serrais l'argent, sentant son poids peser sur ma paume. Ce poids était à la fois lourd et léger, lourd car je savais ce que cela signifiait, léger parce que cela ne m'apportait aucun soulagement. L'argent n'était pas une solution. Il n'allait pas combler le vide en moi ni effacer ce qui venait de se passer. Je repensais à la facilité avec laquelle il avait glissé de ses mains aux miennes, comme si ce n'était rien de plus qu'une simple transaction. Moïse me remercia d'une voix douce, presque intime, comme s'il pensait que nous partagions quelque chose, une sorte de compréhension. Il me dit de garder cela pour nous. Ces mots suspendus dans l'air comme une requête ou une exigence. J'acquiesçai, la gorge serrée, peinant à ravaler la boule qui s'était formée. Mon cœur battait trop vite, mon pouls résonnait dans mes oreilles et je ne pouvais pas parler. Je glissai l'argent dans mon sac à main sans le regarder, sentant sa froideur contre ma peau puis je me retournai et quittai la salle de bain, les jambes tremblantes, mon corps se déplaçant automatiquement comme en pilotage automatique. Je sortis de la maison sans un regard en arrière, mon esprit essayant encore d'assimiler tout ce qui venait de se passer. La porte se referma derrière moi avec un léger clic. En entrant dans le monde extérieur, je réalisai que c'était la première fois depuis longtemps que je ne savais pas où j'allais et je n'étais pas sûre d'y arriver un jour. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, l'argent caché dans une chaussette dans mon tiroir, je repensais à tout cela et la salle de bain, ces mots, la façon dont j'avais dit oui. J'éprouvais un étrange mélange de honte et de pouvoir, comme si j'avais franchi une limite tout en prenant quelque chose pour moi. Je pensais à ce que je pourrais faire avec cet argent, à la façon dont il pourrait changer les choses, même un tout petit peu. Mais je pensais aussi à Ruth, au fait que je ne pourrais jamais lui dire, que ce secret resterait toujours entre nous comme un mur. Les jours qui suivirent furent étranges. Je retournai au travail,
souriant aux clients et faisant comme si rien n'avait changé alors que tout avait changé. Je commençais à remarquer davantage les choses. Le regard des hommes, la façon dont je me tenais. Je me sentais plus vieille, comme si j'avais découvert une partie du monde dont j'ignorais l'existence. Moïse m'appela plusieurs fois pour me demander si je voulais le revoir, mais je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si j'avais peur ou si j'en avais simplement marre. Peut-être les deux. Je dépensais l'argent lentement, prudemment, une nouvelle robe, un bon dîner, un petit extra pour aider ma mère à payer ses factures. Chaque fois que je l'utilisais, je ressentais un pincement de culpabilité, mais aussi une pointe de fierté. J'avais fait un choix difficile, et je survivais grâce à lui. Je me disais que c'était ça la vie, faire des choix difficiles et vivre avec. Parfois, je me surprenais à penser à Moïse, à la façon dont il m'avait regardé, comme si j'étais plus que Déborah du restaurant. Ce n'était pas de l'amour ni rien de semblable, mais c'était quelque chose, de l'attention, du désir, une sorte de validation dont je n'avais pas conscience d'avoir besoin. Je me demandais si cela me rendait faible ou forte, ou peut-être juste humaine. Ruth m'appela quelques semaines plus tard, sa voix claire et pleine d'histoire sur sa nouvelle vie. Je l'écoutais, riant à ses blagues, mais mon cœur me serrait. Je voulais tout lui dire, lui révéler la vérité et la laisser. Elle voulait que je comprenne, mais je n'y arrivais pas à cause de Moïse, mais à cause de moi. Je n'étais pas prête à affronter ce que j'avais fait, pas à voix haute. Avec le temps, je commençais à me remémorer ce moment dans la salle de bain, non pas avec honte, mais comme un réveil silencieux et troublant. Ce n'était ni l'argent ni Moïse qui hantaient mes pensées. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je n'avais pas pleinement compris de moi-même jusqu'alors. Ce moment, cette brève et étrange interaction, avait ouvert une brèche dans mon âme, révélant une part de moi dont j'ignorais l'existence. Il ne s'agissait pas seulement de faire un choix. Il s'agissait de faire mon choix, même si cela me terrifiait profondément. Il s'agissait de réaliser que j'étais capable de prendre ma vie en main, même si le prix à payer était quelque chose que je ne pouvais pas pleinement appréhender. Pendant si longtemps, je m'étais considérée comme une victime, une passagère de ma propre vie, emportée par le cours des choses. J'étais à la merci de ce que le monde me réservait. J'étais prisonnière d'un cycle de survie sans jamais vraiment vivre. Mais maintenant, avec ce souvenir persistant au fond de mon esprit, j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément ébranlée. J'avais le pouvoir de choisir. Je pouvais prendre des décisions, parfois dangereuses, parfois regrettables, mais elles m'appartenaient. Même si elles étaient tordues ou désordonnées avec le recul, elles m'appartenaient toujours, et je ne pouvais nier cette appropriation. C'était une prise de conscience pénible qui me rongeait les entrailles et me donnait parfois la chair de poule. Son poids pesait lourdement sur moi comme un manteau que je ne savais pas comment porter, comment accorder la personne que je pensais être avec celle que je venais de devenir. J'avais franchi une limite que je savais ne jamais pouvoir franchir, et pourtant, il y avait un étrange sentiment de pouvoir dans ce franchissement. J'avais fait quelque chose de terrifiant, ce faisant, je m'étais prouvé que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. Je n'étais plus la fille qui attendait que quelqu'un vienne la sauver. J'avais appris dans les moments les plus douloureux et les plus difficiles. D'une manière compliquée, la survie ne consistait pas seulement à traverser les jours. Il s'agissait de s'adapter, d'évoluer et de trouver des moyens de continuer à avancer alors que le monde semblait déterminé à me maîtriser. Le monde avait ses règles, mais j'apprenais à les plier à ma volonté. C'est peut-être s'agrandir, se retrouver non pas dans les moments de triomphe, mais dans les moments les plus sombres lorsque les choix que l'on fait ne correspondent pas à l'image que l'on se faisait d'être. Et pourtant, d'une certaine manière, ils deviennent la clé pour comprendre sa véritable identité. C'était une dure vérité, une vérité déchirante, mais que je ne pouvais plus ignorer. J'avais la force de survivre même lorsque mes choix ne ressemblaient pas à ce que j'avais imaginé, et peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de plus. Et le plus dur, c'était de vivre avec ces choix, avec les secrets silencieux qui dressaient des murs autour de votre cœur, vous empêchant de vraiment savoir qui vous êtes. Pourtant, même lorsque ces murs s'élevaient, j'apprenais à vivre avec eux, à sourire au-delà. Certains jours, je me surprenais à me regarder dans le miroir, à me demander si la personne que je voyais, c'était vraiment moi. C'était un visage qui avait connu à la fois le poids de la culpabilité et la légèreté de la liberté, et j'ai compris que c'était le prix à payer pour vivre.
Je suis Déborah. Voici mon histoire. Elle est confuse et compliquée. Ce n'est pas celle que j'imaginais, mais c'est la mienne, brute et authentique, et j'apprends à la porter pas à pas, en traçant un chemin que personne d'autre ne peut emprunter à ma place. Et c'est peut-être là le véritable sens de la croissance, trouver le moyen d'avancer, même quand on ne sait pas où la route mène.